Bonjour et bienvenue dans Dimanche en politique. Notre invité est Aurore Bergé, porte-parole des députés En Marche, donc à l'Assemblée nationale. Dans la vie, il n'y a pas de solution, il y a des forces en marche, il faut les créer. Et les solutions suivent. C'est Saint-Exupéry qui écrivait ça, qui a fait rêver avec ses écrits, mais la politique, c'est être dans la réalité. Les réformes ne vont pas forcément de soi auprès des Français, qui ont du mal à suivre le rythme. Pas seulement eux, il y a parfois aussi les députés qui votent les lois. On va en parler donc avec notre invité Aurore Bergé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes aussi député des Yvelines. Merci d'être sur ce plateau ce midi. On va commencer par ce qui se passe déjà depuis une semaine maintenant. Vous vous souvenez, il y a une semaine, l'Aquarius et ses 630 passagers qui ont accosté en Espagne. Et désormais, il y a le Lifeline avec 230 personnes à bord qui attendent une destination. Pourquoi pas la France? Ce ne serait pas autour de la France de l'accueillir, là? Déjà, il faut rappeler quand même les principes qui nous unissent. On ne peut pas avoir des pays européens qui bénéficient de la solidarité européenne et puis qui s'en exonèrent quand ça les arrange, notamment quand il s'agit de l'accueil des migrants. Alors, je vous repose la question. Est-ce que ce n'est pas autour de la France d'accueillir le Lifeline, puisque l'Espagne a bien pris sa part? Mais la France prend sa part avec l'Espagne. Il ne faudrait pas oublier que la France va accueillir certaines des personnes qui auront été débarquées de l'Aquarius. Et pour répondre à votre question, il y a un principe de droit international qui existe, c'est que ça doit être le port le plus proche et le plus sûr qui accueille. Si vous renoncez sur ce principe, ça veut dire que pour les personnes prochaines qui pourront arriver, les bateaux prochains qui arriveront, alors ça veut dire que systématiquement, on aura l'Italie ou Malte qui se dédouaneront de leurs obligations internationales. Alors, si ce n'est pas l'Italie ou Malte, ils n'en veulent pas. Bon, le bateau mais ce n'est pas eux uniquement qui décident, parce qu'ils appartiennent Mais ils ont déjà beaucoup donné. Ils appartiennent à un ensemble qui s'appelle l'Union européenne. J'entends, mais ils ont déjà beaucoup donné. Ils ont déjà beaucoup donné. Ils n'ont pas donné plus que d'autres. Plus que la France. Non, pas forcément plus que la France. Parce qu'ils peuvent accueillir, mais après, vous le savez, normalement, l'ensemble des pays européens doit prendre sa part, justement, sur l'accueil des réfugiés. C'est ce qu'a rappelé le président de la République. Évidemment, il faut accompagner l'Italie parce que c'est souvent eux les premiers à accueillir. Mais ça a été assez ces dernières années. Mais ça veut dire que ce soit les premiers où les migrants ensuite restent ou souhaitent rester. D'ailleurs, rarement ils souhaitent rester en Italie. Par contre, on ne peut pas avoir un pays au cœur de l'Union européenne qui tout d'un coup s'exonère de toutes ses responsabilités. Nous, on prend nos responsabilités, on accueille des personnes qui sont des réfugiés et on continuera à le faire. On va y revenir. Mais c'est un peu mal parti parce qu'Emmanuel Macron estime que la question des migrants doit être européenne, vous l'avez redit. Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur italien, dit, lui, il dénonce l'arrogance du président français. C'est mal parti, hein? Écoutez, moi je pense que c'est important qu'on ait un président qui rappelle les valeurs. Est-ce qu'on a encore des choses à défendre ensemble au sein de l'Union européenne? Est-ce qu'on a encore des choses à vivre ensemble au sein de l'Union européenne? Soit on estime que oui, et alors on doit réaffirmer les valeurs qui sont les nôtres, et c'est notamment le cas de l'accueil des réfugiés politiques, ou alors c'est de l'égoïsme. Non mais attendez, je ne dis pas qu'il n'y en aura pas, et vous savez que par exemple sur l'Aquarius, encore une fois, il accoste à Valence, mais la France est aux côtés de l'Espagne et va accueillir un certain nombre de personnes. Mais je répète, non, parce que les Corses ont proposé que les bateaux, pourquoi pas en Corse débarquer. Très bien, mais vous savez que la Corse c'est la France en fait, et que c'est du coup l'État qui décide aussi de l'accueil. Ce ne sont pas aux Corses de décider. C'est heureusement, je ne crois pas que la Corse soit indépendante de la nation française, et heureusement c'est la nation qui décide. La moitié des 630 migrants de l'Aquarius, puisque vous parliez de tout à l'heure, ont débarqué en Espagne et ils ont fait valoir, vous le disiez, qu'ils voulaient venir en France. Pourquoi ils choisissent la France? Ils font du benchmarking, comme dit Gérard Collomb. Gérard Collomb a parlé du benchmarking en parlant des passeurs qui, eux, connaissent particulièrement bien les différents systèmes qui peuvent exister au sein de l'Union européenne. Ça ne concerne pas les migrants, ils ne font pas du benchmarking. Non, je ne pense pas que ceux qui fuient la guerre, les persécutions ou les difficultés économiques fassent du benchmarking. Et ça n'est pas ce que le ministre d'ailleurs a dit. Par contre, évidemment, s'ils veulent venir en France, alors on étudiera leur dossier. Et soit ils relèvent du droit d'asile, et alors ils pourront rester et être intégrés dans notre pays, soit ils relèvent des questions de migration économique, et alors on fera valoir le droit au retour. Vous dites que ce n'est pas ce qu'a dit Gérard Collomb, mais Daniel Cohn-Bendit, qui a soutenu Emmanuel Macron, lui, il a un problème. Il dit « Gérard Collomb reprend une partie du vocabulaire de l'extrême droite. C'est une charge sévère. Il y a un problème, Collomb ?» Non, je ne pense absolument pas qu'il y a un problème, Gérard Collomb. Je pense qu'on a la chance de l'avoir en ministre de l'Intérieur. Et quand il dit ça, Daniel Cohn-Bendit, qui a soutenu Emmanuel Macron. Mais il y a des gens qui peuvent soutenir Emmanuel Macron et qui peuvent avoir des positions différentes les uns des autres. Mais il y a un problème, donc. Non, il n'y a pas de problème. Peut-être que Daniel Cohn-Bendit, lui, estime qu'il y en a un. Moi, en tout cas, j'estime qu'il n'y en a pas et qu'on a plutôt de la chance d'avoir Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur. Cependant, alors il n'y a peut-être pas de problème, mais la Cour européenne des droits de l'homme, elle a une nouvelle fois condamné la France sur les centres de rétention administrative. Jacques Toubon, le défenseur des droits, il revient aussi ce matin en disant « Les enfants n'ont rien à faire dans ces centres ». Vous êtes d'accord avec ça? Mais personne n'a envie que les enfants restent dans les centres de rétention.
Vous savez pour combien de temps ils y sont en moyenne? Quelques jours. Même pas, 36 heures. Mais est-ce que c'est pas trop quand même? Vous imaginez le traumatisme? Mais c'est toujours trop, même 1 heure évidemment c'est trop. Mais il faut quand même pas inverser la charge de la preuve. Pourquoi on a aujourd'hui des enfants qui sont en centre de rétention? Parce qu'ils viennent avec des familles et parce qu'on doit pouvoir examiner leur dossier. Et ils sont dans les centres de rétention quand ils ont vocation à regagner leur pays d'origine. Alors ils y restent 36 Donc, heures. il n'y a pas de raison. Et on a lancé, avec les parlementaires de la majorité justement, des travaux pour voir s'il y a des solutions alternatives à la rétention. Et c'est en cours de travail. Donc on peut avoir... Ça pourrait être quoi? On peut imaginer qu'il puisse être dans d'autres lieux. Par exemple? Je ne sais pas, puisque c'est en cours de réflexion, mais on peut imaginer que ce soit dans d'autres lieux qui soient plus adaptés, en effet, aux enfants. Par contre, il faut assurer la sécurité de nos concitoyens. Il faut veiller à ce que ceux qui ont vocation à partir partent bien. C'est la raison pour laquelle ils sont en centre de rétention. Au passage, vous seriez favorable à des quotas d'immigrés sur des critères économiques, par exemple, comme le dit Manuel Valls? Je pense qu'on peut l'étudier. En tout cas, je ne ferme pas la porte de principe au fait qu'on puisse avoir des quotas sur un certain nombre de métiers. Aujourd'hui, on a des métiers qui sont parfois en tension. Ça peut correspondre aussi à des demandes, y compris en France. Mais il faut encore une fois être très clair sur nos principes. Et quand on dit qu'on est clair sur nos principes, ça veut dire qu'on peut continuer à accueillir ceux qui relèvent du droit d'asile et qu'on doit continuer à le faire. Et au niveau européen, et qu'on ne doit pas avoir des pays qui s'en exonèrent en permanence. Par contre, on est ferme sur l'immigration économique. J'ai compris. Cette semaine, donc, un collégien réprimandé par le président de la République, la grève à la SNCF qui se poursuit et les APL qui baissent sans baisser officiellement. Un collégien recadré par le président de la République, le chef de l'État, n'a pas du tout apprécié qu'on l'appelle par son prénom. Des images filmées par des chaînes de télévision qu'il met sur ses comptes, mais uniquement personnels. Ça va Manu? Non. Voilà, tu es là, dans une cérémonie officielle, tu te comportes comme il faut. Donc tu peux faire l'imbécile, mais aujourd'hui c'est la Marseillaise et le chant des partisans. Tu m'appelles monsieur le président de la République ou monsieur. D'accord? Lancé le 3 avril, le conflit social avec le gouvernement arrive à un tournant. L'UNSA, deuxième syndicat de la SNCF, a décidé d'arrêter la grève. Nous, on va peser sur les négociateurs et pas sur les voyageurs. Seuls, la CGT et Sudrail veulent poursuivre. Peut-être les 2 premiers week-ends de juillet, mais rien n'est arrêté. Le tribunal de Bobigny condamne la SNCF à payer les jours de repos des grévistes entre 2 périodes de mobilisation. Le tribunal donne raison aux syndicats qui ont déposé 18 préavis de grève de 2 jours. Il va donc à l'encontre de la SNCF qui considérait ces différents épisodes comme un mouvement unique, un moyen de ne pas payer certains jours de repos. La direction compte faire appel. Les aides au logement seront gelées cette année. Une mesure prévue par la loi de finances 2018 qui se niche dans ce petit alinéa. Il prévoit que les aides au logement ne suivront pas la variation des loyers. C'est pas grand-chose, mais mis bout à bout chaque mois, ça peut être contraignant, ouais. Pour l'opposition, c'est un énième coup porté au système de protection sociale français. On le voit avec les aides sociales, on le voit avec les APL, on le voit avec la politique de la ville. C'est un président qui, visiblement, n'a Dieu que pour les puissants. Le président de la République voit son image écornée par François Pinault. Le milliardaire collectionneur lâche cette petite phrase. Macron ne comprend pas les petites gens. J'ai peur qu'il mène la France vers un système qui oublie les plus modestes. Voilà donc les propos de François Pinault qu'il a atténué depuis. Il faut dire qu'il s'est pris une volée de bois vert de la part de différents porte-parole d'En Marche, donc il a fait un peu marche arrière. On a choisi, vous avez vu, de ne pas montrer le visage du collégien qui a interpellé le président de la République et réprimandé par Emmanuel Macron parce qu'on a jugé que c'était peut-être pas la peine d'en rajouter. Et une journaliste d'Explicite qui a voulu le rencontrer dit qu'il est cloîtré chez lui, qu'il est un peu traumatisé. Vous le plaignez un peu ? Non, je ne le plains pas. C'est-à-dire qu'à un moment, on a un jeune qui a voulu, je pense, faire le malin, apostropher le président de la République. Vous ne le plaignez pas. Il a 15 ans, ça va le suivre toute la vie. Je veux dire, il assume aussi les propos qu'il tient. À 15 ans Je pense qu'à 15 ans, on est responsable des propos que l'on tient envers qui que ce soit. Il savait qu'il était filmé et je pense que c'est aussi volontairement qu'il l'a fait. Et le chef de l'État a juste rappelé un principe simple d'autorité et de respect, en plus dans cette journée qui était une journée particulière de célébration de l'appel du général de Gaulle. Avec une séquence qui a été mise en ligne sur le compte du président de la République. C'est donc un coup de com' assumé aussi de la part du président de la République. Je pense que c'était pas vraiment prémédité, que ce jeune collégien
l'apostrophe de cette manière-là. Après que le président ait un échange direct avec lui, il rappelle ce qu'est l'autorité. Sur les réseaux sociaux, oui, je pense que c'est assumé. Je pense que c'est bien de montrer qu'à un moment, quand le président a un échange direct avec les Français, y compris qu'il rappelle l'autorité qui est la sienne, eh bien que ça puisse être visible. Donc. Je ne sais pas si c'est un coup de com', c'est vous qui l'appelez comme ça. En tout cas, c'est visible de l'ensemble des Français. Et je pense que tous les parents qui ont pu voir ça, à mon avis, auraient probablement eu la même attitude que celle du président de la République. Il y avait un autre président que vous avez bien connu, puisque vous venez de la droite, qui est habitué à ces séquences tendues, c'est Nicolas Sarkozy. C'est la même chose ? Non, je ne pense pas que ce soit du même ressort. Pourquoi ? Je pense qu'on avait un président avec Nicolas Sarkozy qui cherchait souvent l'affrontement. Et je pense qu'on a un président avec Emmanuel Macron qui ne le refuse pas quand ça se présente. Et à un moment, quand on a cet exemple-là de ce jeune qui l'apostrophe, eh bien tout simplement, il lui rappelle des règles élémentaires de savoir-vivre. On va parler des aides sociales, parce qu'il y a un rapport de la direction des études sociales qui montre que la France a de meilleurs résultats que la plupart des pays européens contre la pauvreté, et que finalement, ça ne coûte pas si cher que ça, c'est 1,8% du PIB pour les aides, 2,8% si même on ressente sur les plus pauvres. Est-ce que Emmanuel Macron n'a pas parlé trop vite quand il disait qu'on mettait un pognon de dingue avec pas de résultat au bout ? Quand vous avez 9 millions de personnes qui sont pauvres, moi, j'ai pas l'impression qu'on ait des résultats au bout. Oui, mais c'est moins pire, j'allais dire, que les autres pays européens avec moins d'argent. Moins pire, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être mieux. Mais moins pire avec moins d'argent. Mais moins pire, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire mieux. J'entends. Mais est-ce que c'est pas trop vite de dire un pognon de dingue ? Aujourd'hui, vous avez une femme seule, une famille monoparentale sur 3 qui est sous le seuil de pauvreté dans notre pays. 20% des enfants qui sont en situation de pauvreté. Et pire, vous avez une reproduction de la pauvreté. Vous mettez 6 générations, un enfant pauvre, mais 6 générations à sortir de la pauvreté. Ça n'est pas acceptable. Et pourtant, on investit des aides sociales. Alors, est-ce que la question qu'on doit se poser, c'est comment on continue à investir des aides sociales pour gérer la pauvreté ? Ou surtout, comment on fait en sorte que les Français sortent de manière définitive de la pauvreté. Moi, je préfère m'occuper du second cas. Je pense que ça passe par le travail, notamment. Et c'est tout ce qu'on est en train de mettre en place. Toute la politique, d'ailleurs, qu'on a défendue pendant la campagne. Il y a d'autres choses qui se mettent en place. Les APL, les aides personnalisées au logement. Julien Denormandie, ici même, disait « elles ne baisseront pas ». C'est le cas. Alors, elles ne vont pas baisser puisque c'est simplement l'indice qui sert à établir leur niveau qui va être gelé. C'est du passe-passe. Ah non, c'est pas du passe-passe. Il vous dit qu'elles ne baissent pas et elles ne baissent pas. Elles sont gelées, donc ça fait... Et l'inflation augmente de 2%. Vous savez qu'il y a autre chose aussi qui est gelée, qui sont les loyers dans le logement social, qui seront gelés en 2018. Donc dans ça le veut dire social, que les loyers... Dans le locatif privé, non. Alors que les APL s'adressent aussi à ça. Déjà dans le logement social, ça veut dire quand même que pour les étudiants qui vont personnes les plus fragiles, qui sont dans le logement social, eh bien les loyers n'augmenteront pas. Après, en effet, les APL, elles, n'augmenteront pas non plus, mais elles ne baisseront pas. Oui, mais c'est tout, point. C'est tout, point. Mais vous savez l'effort qui est... Mais non, c'est pas bizarre. Non. Vous avez un effort qui est extrêmement important de l'État. C'est la même chose que ce que vous me disiez sur les aides sociales et la lutte contre la pauvreté. Aujourd'hui, on gère. Mais la question, c'est pas de gérer au cas par cas avec la question des APL. Les APL, on a énormément investi. Ça a eu un effet inflationniste évident, où on sait très bien que les loyers ont augmenté. Qu'est-ce qu'on préfère ? On préfère continuer à ce qu'il y ait un effet inflationniste, à ce que les loyers continuent à augmenter, ou on préfère continuer à construire ? Ce sont les locataires qui payent la différence en attendant. Parce que les loyers ne baissent pas pour autant. Déjà, prouvez-moi que les loyers vont forcément augmenter. Vous avez vu des loyers baisser, vous ? Dites-moi si les loyers vont forcément plutôt, augmenter l'an prochain. Déjà, dans le parc social, ils n'augmentent pas. Mais ailleurs. Et ça, c'est l'engagement de l'État. Et encore une fois, je pense que notre engagement, ce n'est pas de gérer en permanence, c'est d'anticiper. En l'occurrence, sur le logement social, on a voté une loi qui est ambitieuse, qui permet de construire plus. Plus vous aurez d'offres, et plus vous pourrez, à la baisse, justement, avoir... Dans le cadre de la réforme des retraites de l'an prochain, l'avenir des pensions de réversion est posé. Faut-il y toucher à ces pensions de réversion ? Je pense que c'est un effort de solidarité qui est essentiel. C'est-à-dire, il faut y toucher dans quel sens ? Non, moi je ne pense pas qu'il faille aujourd'hui revenir sur le principe des pensions de réversion, qui fait qu'un veuf ou une veuve peut y avoir accès. Peut-être qu'il faut harmoniser, parce que vous avez, en fonction des statuts, des choses extraordinairement différentes. Donc ça veut dire que certains pourront y perdre ? Je dis juste, est-ce qu'on a le droit, dans ce pays, de se dire que parfois, on remet à plat, sans que tout de suite, on ait une volée de bois vert, en considérant qu'on va toucher à un sacro-saint modèle social ? C'est pas ça, ils perdent. Les gens ont peur d'en perdre de l'argent. Pourquoi est-ce que vous ne considérez pas que le remettre à plat fait que vous avez des gens qui pourraient y gagner ? Et tout de suite, on anticipe en disant que les gens pourraient y perdre. Alors, dans les pensions de réversion, il y a des gens qui vont y gagner ? Écoutez, quand vous remettez à plat un système, comme sur les aides sociales en l'occurrence, où vous dites qu'on va rechercher de l'efficacité parce qu'aujourd'hui, en fonction des statuts, en fonction des âges, en fonction du sexe, vous ne touchez pas forcément la même chose, eh bien je pense que vous avez aussi des gens qui vont pouvoir y gagner. Il est l'heure d'accueillir Renaud Dely, directeur de la rédaction de Marianne, qui est avec nous ce midi. Bonjour Renaud. Bonjour Francis.
Bonjour Aurore Berger. Bonjour. Alors aujourd'hui, dans un sondage publié aujourd'hui même dans le JDD, un sondage de l'IFOP, Emmanuel Macron est à son plus bas niveau de popularité depuis son élection il y a un peu plus d'un an. Il perd notamment chez les plus de 65 ans, mais aussi au sein même d'ailleurs des sympathisants En Marche. Est-ce qu'il ne commence pas à y avoir quand même une inquiétude un peu de votre part, une vraie... Il n'y a pas un peu le feu dans la maison quand on voit le niveau de popularité d'Emmanuel Macron qui chute? Non, il n'y a aucun feu dans la maison. Et en ce qui me concerne, il n'y a aucune inquiétude. Je pense que si on fait comme ce qui s'est passé précédemment, c'est-à-dire qu'on est guidé uniquement par les sondages, alors on navigue à vue et plus personne ne comprend rien à la politique qu'on mène. Par contre, si on tient bon, comme on l'a fait par exemple sur la réforme de la SNCF, ce qui n'était pas évident que les Français allaient nous suivre dès le départ, mais qu'on garde le cap. Quitte à être impopulaire. Quitte à être impopulaire. Mais c'était fier à sa courbe de popularité, il n'aurait même pas été candidat à l'élection présidentielle. Et nous, on n'était même pas certains d'avoir une majorité parlementaire. On nous prédisait même le contraire. Justement, la majorité parlementaire. Vous êtes porte-parole du groupe En Marche à l'Assemblée. Le président de l'Assemblée nationale, François de Rugy, il réclame un ordre du jour un peu plus prévisible. Est-ce que c'est pas une critique en creux du rythme effréné des réformes qu'on a vues depuis un peu plus d'un an? Il y a deux choses à distinguer. Il y a le rythme des réformes, qui est à mon avis nécessaire, et je pense même que parfois il faut accélérer encore, parce que c'est une demande. Enfin, moi je le vois sur le terrain, les gens nous demandent d'aller très très vite, parce qu'ils veulent des résultats immédiats. Qu'est-ce qu'il veut dire par la deuxième chose, c'est l'efficacité, la manière avec laquelle on travaille. Et honnêtement, on est une écrasante majorité à découvrir le mode de fonctionnement de cette Assemblée et à voir des choses qui ne fonctionnent pas, des débats qui n'en finissent pas, de l'obstruction parlementaire, des choses qui sont François de Rugy dit qu'il faut changer, il faut que ce soit un ordre du jour plus précis. Il s'adresse à qui? À Christophe Castaner, le ministre des Relations avec le Parlement? Après, c'est à eux de s'adresser, de se parler. Ils se parlent, vous savez, tous les jours. Moi, j'ai pas de difficulté avec l'ordre du jour. J'ai une difficulté quand je vois la manière avec laquelle les débats n'avancent pas parfois dans l'hémicycle, le fait qu'on ait les mêmes débats en commission et en séance, le fait qu'on a des navettes parlementaires interminables. Et je pense qu'on peut aller plus vite. Et on a vu une autre difficulté émerger au fil des textes récents, je pense à la loi Asile-Immigration, à la loi Logement, c'est qu'il y a de plus en plus d'amendements qui émanent de députés de La République En Marche, des amendements très contradictoires. Est-ce que vous n'avez pas un peu plus de mal aujourd'hui à tenir ces troupes? Vous savez, le droit d'amendement, c'est individuel. C'est-à-dire que chacun a le droit de déposer des amendements et de faire valoir ses arguments. Quitte à ce que la cohésion du groupe vole en éclats? Mais où est-ce qu'elle a volé en éclats? Quand est-ce qu'un texte n'a pas été adopté? Vous n'avez pas de mal à tenir la cohésion du groupe? Non, mais sur la loi Asile et Immigration, vous avez eu une seule personne qui a voté contre le texte. Donc moi, j'entends ceux qui parfois s'émeuvent ou critiquent, mais au final, je vois qu'on a une cohésion de groupe qui fait qu'à 312 députés au sein de La République En Marche, plus évidemment le groupe MoDem, tous les textes ont été adoptés, ont été aussi souvent améliorés grâce au travail parlementaire. Bon, tout va bien, cherchez pas. Aurore Berger, après avoir commencé votre parcours à droite, vous êtes mise dans le sens de la marche, c'est ce qu'on va voir. Moi, j'avais envie de m'engager, donc j'avais envie d'être élue, c'est sûr. Enfin, faut pas mentir, oui, j'avais de l'ambition. Après avoir fait la campagne de la primaire avec Alain Juppé, je suis partie en vacances, j'ai coupé. Et puis quand je suis revenue, j'ai vraiment définitivement pris la décision de quitter ce qui avait été ma famille politique pendant 15 ans et de rejoindre Emmanuel Macron. Bonjour. Bonjour. Ça va? Bonjour. Oui. Bonjour. Vous la connaissez bien? Oui. Votre nouvelle députée? Non, je la connais comme ça, c'est tout. Je connais comme ça. Comme tout le monde, par les médias. Ici, c'est une commune qui a voté plutôt En Marche? Oui, ça suit le mouvement national. Enfin, avant, il était plutôt à droite. Bon, c'est un peu pareil maintenant. Et de toute manière, ils viennent tous du même milieu, ils ont fait les mêmes études. Et à la sortie, c'est bon, tu vas où, toi? À droite? Bon, moi, je vais aller à gauche, que le meilleur gagne. Voilà, ça change. Alors, qui vient de la droite ici? Et de la gauche? Nulle part. Au départ, c'est Aurore qui m'a un peu coaché et puis qui m'a proposé de faire des plateaux où elle pouvait pas aller. J'étais le joker. Elle a cette aisance, ce côté sniper. Enfin, tu es à l'aise sur les plateaux télé, tu sais faire. Enfin, tu as appris ou tu sais faire, mais c'est vrai que tous les deux, vous avez ce côté-là quelque part. En arrivant dans l'hémicycle, on met parfois un peu une armure avant d'entrer parce que c'est quand même un théâtre, malheureusement parfois, et qui est souvent très violent. Et donc, il faut être en capacité parfois de pouvoir porter la contradiction et de pouvoir répondre. Il ne faut pas se laisser faire. L'Assemblée qui est là, elle est beaucoup plus représentative. Déjà, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de femmes qu'auparavant. 40% de femmes. Moi, dans mon groupe, on est 47%. Donc, clairement, ça change beaucoup la donne. Il y a des comportements qui existaient avant qui ne peuvent plus exister aujourd'hui à l'Assemblée parce qu'on est trop nombreuses. Est-ce qu'il y a des choses sur le bureau qu'on n'a pas vues? C'est un cadeau de ma maman.
Et je trouvais que notre président en boule à neige était à la fois un clin d'œil très respectueux, mais aussi très drôle. Aurore Berger, Renaud. Aurore Berger, on l'a vu dans le sujet, il y a un électeur de votre circonscription qui dit que vous venez de la droite, puis finalement, c'est un peu pareil, La République En Marche et la droite. Ça vous étonne comme... Non, ça ne m'étonne pas parce que je sais que ça peut être parfois une perception qui existe parce que la manière avec laquelle on a catalogué les choses. Moi, quand j'étais à droite, on considérait que j'étais de gauche dans mon parti. Et il y a des gens qui viennent de la gauche, on considérait qu'ils étaient à droite dans leur parti, tout simplement parce qu'on était des libéraux, par exemple. Et le libéralisme, c'était un peu un objet non identifié. Donc Emmanuel Macron, c'est un libéral. C'est un libéral, mais il a toujours été assumé, revendiqué. C'est pas souvent un gros mot. Non, mais vous le dites très franchement, c'est pas souvent dit aussi simplement que ça. Mais parce que le libéralisme, c'est de dire qu'à un moment, on fait confiance avant tout aux individus et puis que l'État, il est là et il met des filets de protection pour ceux qui sont les plus fragiles. C'est ça l'équilibre. Le chemin en venant de la droite n'était pas si long que ça à faire finalement. Revenons à l'Assemblée un instant, puisque vous êtes porte-parole du groupe. Le président du groupe La République En Marche, Richard Ferrand, il a annoncé qu'il remettrait, conformément à son engagement, son mandat en jeu à mi-mandat et que si jamais les députés votaient pas pour lui, eh bien, il abandonnerait son poste. Est-ce que vous allez voter pour Richard Ferrand ? Je trouve que c'est un très bon président de groupe. Et aujourd'hui, je vois personne qui ait la carrure pour être président de groupe à sa place. C'est compliqué, vous l'avez dit, de maintenir une cohésion à 312. On vient tous d'univers très différents, politiques ou parfois justement pas du tout politiques. Et il a réussi à garder cette cohérence. C'est une bonne chose de remettre son mandat en jeu à mi-mandat comme s'il était engagé. On respecte tous nos engagements, y compris ceux qu'on a pris à titre individuel. Donc François de Rugy, par exemple, qui a l'air un petit peu plus récalcitrant, le président de l'Assemblée nationale, lui aussi, il doit remettre en jeu son mandat à mi-mandat. Mais c'est un engagement qu'il a pris devant les parlementaires de La République En Marche au moment où il a candidaté pour devenir le président de l'Assemblée nationale. Donc il faut que chacun respecte évidemment ses engagements. Et donc vous-même, qui êtes porte-parole du groupe La République En Marche, vous allez remettre votre poste en jeu à mi-mandat. Bien sûr. Et juste, si François de Rugy remet son poste en jeu, vous voterez pour lui aussi ? Vous avez dit tout à l'heure, Richard Ferrand, c'est un bon président de groupe. François de Rugy, est-ce que c'est un bon président de l'Assemblée ? Oui, moi j'ai travaillé avec lui sur tout ce qui est la réforme de l'Assemblée nationale. On a mis en place des groupes de travail qui étaient complètement transpartisans et transgroupes. Je pense que tout le monde a salué cette démarche. Donc s'il est candidat à sa succession, on va dire ça comme ça, vous voterez pour lui ? Très probablement, oui. Il y a une réforme qui va débuter, une discussion qui va débuter cet été, c'est la réforme des institutions qui prévoit la suppression de nombreux postes de députés. Est-ce que vous-même, vous seriez prêt à vous faire partie de ceux qui vont devoir se sacrifier et abandonner votre poste de député ? Peut-être par exemple pour aller au municipal ? Alors moi, je ne serais pas candidate aux élections municipales parce que déjà, j'ai pris l'engagement d'être députée pendant 5 ans. Donc si j'étais candidate, ça voudrait dire, comme il n'y a plus de cumul des mandats, que j'abandonnerais mon poste de députée. Donc ce ne serait pas conforme à mes engagements. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'on va voter nous-mêmes la réduction du nombre de parlementaires. Donc vous êtes prête à vous sacrifier, à dire tant pis si ça tombe sur moi. Mais ce n'est pas un sacrifice, c'est un engagement qu'on a pris. C'est grâce aussi à ça qu'on a été Donc élu. Si ça s'arrête au bout de 4 ans, dans 4 ans maintenant, c'est pas grave. Ça s'arrêtera. Et vous savez, l'avantage, c'est qu'on avait des vies avant et on aura des vies après. Et je pense que c'est ça qui a été salué. Justement, vous aviez une vie avant, on en a déjà parlé, vous venez de la droite. Parlons de la droite un instant. Il y a une nouvelle crise à droite. Virginie Calmels a été donc virée par Laurent Wauquiez. Elle était juppéiste, comme vous d'ailleurs. Oui. Ce qui fait, est-ce que vous dites aujourd'hui à Virginie Calmels, bienvenue à La République En Marche ? Mais toutes celles et ceux qui veulent nous rejoindre sur la base du projet qui est le nôtre et de sa mise en œuvre sont les bienvenus. Après, je crois qu'elle a des points de désaccord avec nous et qu'elle le fait savoir. Par exemple ? Je crois qu'elle l'a dit sur justement la question de la protection. Elle n'est pas forcément sur la même ligne que la nôtre. Pour l'instant, elle n'est pas prête à être en marche. On essaie d'avoir un équilibre. Elle ne le souhaite pas. Et encore une fois, si des gens veulent nous rejoindre, ils nous rejoignent sur la base de ce qu'on est nous, pas sur la base de ce qu'ils ont été ou sont. Une dernière question, Renaud. Et une question qui se pose, qui réapparaît dans l'actualité, c'est la question du pouvoir d'achat. On a vu d'ailleurs que l'INSEE a montré qu'au premier trimestre de 2018, le pouvoir d'achat a reculé en France, notamment à cause de la hausse de la CSG, de la hausse des carburants. Est-ce que vous redoutez que cette question du pouvoir d'achat, les Français vous la fassent payer ? Je pense surtout qu'il faut qu'on fasse en sorte qu'ils aient plus de pouvoir d'achat. Et ça passe à la fois par ce qu'on fait sur la réforme. Il recule, le pouvoir d'achat. Mais ça passe à la fois sur ce qu'on fait sur la réforme du travail, parce que le meilleur pouvoir d'achat, c'est de garantir un salaire. Et donc, c'est d'être en emploi. Et c'est aussi tout ce qu'on fait sur la question de la taxe d'habitation ou la baisse des cotisations sociales. On savait que c'était en plusieurs tranches. Et donc, ça va être, à mon avis, de plus en plus perceptible pour les Français. La hausse du SMIC, éventuellement, que prône, par exemple, Guillaume Pelletier, un dirigeant des Républicains ? Vous savez, les Républicains aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, prônent beaucoup de choses en commun avec la France insoumise. C'est pas pour autant qu'on est obligé de l'accepter. La hausse du SMIC, c'est non. Je ne pense pas que ce soit à l'ordre du jour. C'est pas un tabou ou c'est un tabou chez vous ? Parce que à droite, c'est pas un tabou. Il n'y a pas de tabou non plus sur le SMIC. Il n'y a aucun tabou. Il n'y a jamais eu de tabou. Parfois, on nous reproche justement d'ouvrir trop de sujets sur la question des aides sociales. Donc, il n'y a pas de tabou. Par contre, il y a un projet. Et c'est sur cette base-là qu'on travaille. Et le SMIC, il ne fait pas partie du projet ?
Ce qui fait partie du projet, plutôt encore une fois d'augmenter des minima sociaux ou la question des aides sociales, c'est la question de leur efficacité et c'est surtout faire en sorte que les gens sortent de cette logique-là. Merci Renaud d'être venu Merci, sur notre Robert, Dimanche en merci. politique. Emmanuel Macron veut changer les codes, à commencer par le code de la route, puisque dimanche prochain, on roulera à 80 km/h sur les routes à 2 voies sans séparateur central. Je dis bien tout, parce qu'il faut être précis. Pourquoi est-ce que vous ne laissez pas les élus choisir? Parce que c'est le droit à l'expérimentation que prône aussi Emmanuel Macron, de dire, voilà, nous on choisit telle route ou telle route. Donc ça veut dire qu'il y aurait des routes qui seraient plus dangereuses que d'autres. Ça veut dire qu'on accepterait, oui. ça veut dire que l'État accepterait de se dire, en fonction du bon vouloir de certains, mais il y a des routes où il y aura plus de mortalité. Ça veut dire qu'il y aura des routes où il y aura plus de mortalité que d'autres. C'est ça, en fait. Non, mais ils connaissent bien leur territoire. Pourquoi, eux, ils ne sauraient pas sur quelle route il faut être à 80 et sur lesquelles il ne faut pas être à 80 ? Moi, je pense que l'État, il met en place des principes. Et que quand on dit qu'on veut faire baisser la mortalité sur les routes, ce n'est pas sur quelques routes. C'est partout qu'on veut faire baisser la mortalité. Et quand j'entends l'argument complètement fallacieux qui est de dire on attaque la ruralité, mais les gens qui décèdent sur la route, sur ces routes-là, ils sont justement les habitants des territoires ruraux. Alors je sais bien que c'est une contrainte parce qu'on a l'impression qu'on bride une forme de liberté individuelle. Et moi aussi, je suis très attachée au fait de rouler et qu'on m'embête pas trop quand je roule. Très bien. Par contre, moi, j'ai envie qu'on fasse baisser la mortalité. D'accord. Alors, sur un autre sujet, des députés de la majorité, parce que c'est un dossier sur lequel vous travaillez, préconisent de mettre en place une redevance audiovisuelle universelle qui serait payée par tout le monde, pas seulement par ceux qui ont la télé, comme actuellement, et en fonction des revenus. Vous êtes pour ou contre ça ? Moi, je ne suis pas pour que ce soit en fonction des revenus. Vraiment pas. Je pense qu'aujourd'hui, on a un principe qui est assez lisible pour les Français, avec des gens qui sont exonérés en fonction de l'âge, en fonction des revenus. Mais universel, oui ou non ? Universel, c'est de se dire aujourd'hui, on ne consomme pas la télé de la même manière. On la consomme sur smartphone, sur tablette. Donc, même si on n'a pas de télé, on peut regarder la télé. Donc ça, j'entends. Mais j'entends aussi des gens qui me disent que dans les études qui arrivent, en fait, il y a toujours autant de gens qui possèdent une télévision. Ce qui est certain, moi, je veux qu'on garantisse le même niveau mais au-delà de pour ça, l'audiovisuel. Donc pas une redevance universelle. Plutôt pas. On va en discuter dans le prochain projet de loi de finances vraisemblablement. Moi, ce que je veux pas, c'est que ce soit indexé sur le niveau de revenu, parce que je pense que ce serait vécu comme une injustice par les Français. On va terminer par un bruit qui court. Emmanuel Macron va se rendre mardi au Vatican, 2 mois et demi seulement après avoir fait son discours devant les évêques. Les tenants de la neutralité de la République face aux religions, ils voient une atteinte à la laïcité. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Je leur réponds qu'il va rencontrer aussi un chef de l'État, en l'occurrence quand il va au Vatican. Donc c'est aussi ça qui est incarné. Je leur réponds que moi je suis très attachée à la laïcité, à la séparation de l'Église et de l'État, et je n'ai pas du tout l'impression qu'on y contrevienne. Justement, il y a 6 mois, vous aviez signé avec Caroline Fourest, entre autres, une tribune pour vous inquiéter des menaces qui pèsent sur la laïcité. Il était question de l'islam notamment. Oui. Il y a un problème avec l'islam et la laïcité ? Il y a un problème avec ceux qui font de l'islam politique. Il y a un problème avec ceux qui font qu'on inverse nos valeurs et qu'on considère que ceux qui libèrent les femmes sont ceux qui les acceptent, par exemple, uniquement quand elles sont cachées dans l'espace public ou quand elles sont voilées. Donc il y a un problème avec l'islam. Il y a un problème avec l'islam politique. Ça n'est pas la même chose qu'un problème. Moi, je n'ai pas de problème avec les religions. J'ai un problème quand les religions font de la politique. Merci Aurore Berger d'avoir accepté notre invitation dans Dimanche en politique, à retrouver sur France Info, France.tv, le compte Twitter de l'émission. Et Catherine Matoche arrive pour l'actualité de la mi-journée. Catherine. Bonjour Francis, Aurore Berger. L'Arabie Saoudite était le seul pays au monde où les femmes n'avaient pas le droit de conduire. Depuis minuit, les Saoudiennes ne dépendent plus d'un homme pour se rendre là où elles veulent. Anne-Christine Roth. Elles n'ont pas attendu une minute de plus. Minuit pile, des centaines de Saoudiennes s'emparent du volant, ravies de pouvoir enfin conduire après des décennies d'interdiction. C'est un jour historique, on en rêvait depuis longtemps, c'est enfin arrivé. Hier, on était assises à l'arrière et aujourd'hui sur le siège conducteur. Merci pour cette décision, Dieu soit témoin de ce grand jour. Pour l'occasion, Majdouline a fait venir une voiture neuve des États-Unis. Je suis tellement heureuse. Je n'arrête pas de regarder partout, je n'ai pas l'habitude. Émus, certains hommes le sont tout autant. Ce prince se filme avec sa fille au volant et ses petites filles à l'arrière. L'Arabie Saoudite vient de rentrer au XXIe siècle, leur explique-t-il. Même son de cloche chez ce jeune homme. Elles conquièrent leurs droits. Bonne chance à elles. Mais la route est encore longue. Les Saoudiennes restent soumises à de multiples interdictions, comme voyager ou travailler sans l'autorisation de leur père ou de leur époux.
La question de l'accueil des migrants sera au cœur du mini-sommet qui va se tenir à Bruxelles aujourd'hui. Les discussions s'annoncent difficiles au moment même où des centaines d'hommes et de femmes sont secourus en Méditerranée et que 2 bateaux n'ont toujours pas trouvé un port pour les accueillir. Manon Bougot. Ils sont à bout de force, éreintés par une traversée qui n'en finit pas. Ces migrants, des hommes, des femmes et des enfants, sont les otages d'une impasse diplomatique. Depuis 3 jours, ils patientent en pleine mer sur ce navire, l'Italie et Malte refusant de le laisser accoster dans l'un de ses ports. Sur les réseaux sociaux, l'ONG qui a secouru ces migrants appelle le ministre de l'Intérieur italien à la raison. Cher Matteo Salvini, nous n'avons pas de viande à bord, mais des humains. Nous vous invitons cordialement à venir vous rendre compte par vous-même que ce sont bien des gens que nous avons sauvés de la noyade. Venez, vous êtes le bienvenu. Après l'Aquarius, le Lifeline est le nouveau symbole du bras de fer entre pays européens sur la prise en charge des migrants. Un sujet au cœur des discussions hier entre Emmanuel Macron et le chef du gouvernement espagnol. Ils ont proposé la création de nouvelles structures pour les migrants qui viennent d'arriver. Une fois débarqués sur le sol européen, nous sommes favorables à mettre en place des centres fermés conformément au HCR, avec des moyens européens qui permettent, et c'est notre proposition, d'abord une solidarité financière immédiate, une instruction rapide des dossiers. Le président français s'est dit également favorable à des sanctions pour les pays qui refusent d'accueillir les migrants, des propositions très critiquées par Rome. Si l'arrogance française pense transformer l'Italie en camp de réfugiés pour toute l'Europe, peut-être en versant quelques euros de pourboire, elle se fourvoie complètement. 16 pays participeront cet après-midi au mini-sommet européen, une réunion pour tenter d'apaiser les tensions. Bonjour Pascal Verdeau, vous êtes à Bruxelles où ce mini-sommet boycotté par certains pays doit s'ouvrir dans plus de 2 heures maintenant. Le bras de fer s'annonce particulièrement musclé entre la France et l'Italie. Oui, l'affrontement avec Rome semble inévitable. Catherine, Paris, Berlin, Madrid souhaitent, vous l'avez dit, une solution européenne et proposent donc de créer des centres fermés pour les migrants sur le territoire européen, en Italie ou en Espagne. Ces lieux de rétention permettraient, en théorie, de traiter plus rapidement donc les demandes d'asile. La hantise de l'Élysée, eh bien, c'est d'éviter, on l'a vu avec l'Odyssée de l'Aquarius, où vous l'avez montré, du Lifeline, eh bien, la fermeture des ports et des frontières nationales et donc la mort de l'espace Schengen. Arrogance française, cingle donc le ministre de l'Intérieur italien. Nous n'allons pas transformer, dit-il, l'Italie en camp de réfugiés. L'Italie, il faut bien le reconnaître, qui se sent abandonnée par l'Europe depuis des années. Bref, la France qui réclame à corps et à cri une plus grande solidarité européenne dans l'accueil des réfugiés aura bien du mal tout à l'heure à faire la leçon à ses partenaires. Merci beaucoup Pascal. Cette question des migrants est très commentée dans la classe politique. Jacques Toubon, le défenseur des droits, estime que la France devait accueillir dans l'urgence les 630 personnes à bord de l'Aquarius. Selon lui, je le cite, partout la peur, l'idée du submersion migratoire guide les opinions et les choix politiques. Critique aussi de la maire de Paris. Le président de la République se dit très pro-européen, mais sur la question des réfugiés, la France n'est pas au rendez-vous de son histoire, déclare également dans le journal du dimanche, Anne Hidalgo. Depuis 7 heures ce matin, heure française, les électeurs turcs ont commencé à voter pour des élections présidentielles et législatives qui peuvent fragiliser le tout-puissant Erdogan, en raison notamment, vous le savez, du contexte économique. Carole Coelho. Istanbul s'est réveillé ce matin pour des élections cruciales. Erdogan a remis son mandat en jeu, les bureaux se remplissent. Beaucoup de supporters du président sont là, ils espèrent qu'il sera réélu. Notre candidat a toujours été très bien pendant 16 ans. Pourquoi devrions-nous en changer ? Ici, dans le quartier de Beşiktaş, à Istanbul, un bastion libéral de l'opposition, les électeurs considèrent Erdogan comme un autocrate et souhaitent son départ. Je suis très contente. J'ai vraiment l'espoir que ça va changer et que nous aurons une alternative. Il faut que ça change, on en a ras-le-bol. On n'a plus le moral, les gens sont malheureux, le pouvoir en place nous a divisés. Moi, je veux vivre dans la fraternité. Tout va dépendre du taux de participation.
Si la mobilisation est forte, elle pourrait profiter à l'opposition et particulièrement à cet homme. Muharrem İnce, un député pugnace de centre-gauche, c'est le principal rival d'Erdogan. Il a tenté pendant toute cette campagne de rassembler les mécontents. J'espère le meilleur pour notre peuple et notre pays. Merci à tous. Pour la première fois, le pouvoir d'Erdogan est menacé. Les analystes politiques estiment qu'un second tour est envisageable. Oui, les résultats du scrutin seront à retrouver sur notre site et notre application France Info en temps réel. Vous le savez. Cette dernière information, je l'apprends, le trafic dans le tunnel sous la Manche est totalement interrompu depuis plusieurs heures maintenant en raison d'une panne électrique. Comme à chaque fois, avec le beau temps, le nombre de noyades augmente. Un jeune de 21 ans qui se baignait avec des amis dans le lac d'Annecy a coulé à pic hier après-midi. Hier aussi, un homme de 57 ans s'est noyé au Sables-d'Olonne en Vendée. La mer était pourtant calme. Les secours insistent sur les risques d'hydrocution, ce choc thermique entre un corps trop chaud et une eau trop froide. Nous partons maintenant en Corse, précisément à Bastia, où le port est trop petit pour accueillir les paquebots géants, mais la ville tente d'attirer les bateaux de croisière haut de gamme, une clientèle aisée qui intéresse bien sûr les commerçants. Solange Gradiani, Christian Giuliano. Le windsurf fait une entrée discrète au port de Bastia. Parmi les croisiéristes, cette goélette à 5 mâts symbolise l'image du luxe. À ce titre, les 312 passagers ont droit au tapis rouge. Ce sont de riches Américains venus découvrir la Méditerranée et la Corse. Nous sommes contents de découvrir les traditions et les légendes locales. Ça nous donne envie de faire une balade et de découvrir ce qu'on nous a raconté. Le palais des gouverneurs est une bonne entrée en matière pour expliquer la période génoise de la Corse. À la citadelle, il n'y a qu'un pas entre l'histoire et les plaisirs de la table. Cette proximité permet aux commerçants d'accéder à une clientèle haut de gamme, peu accessible au quotidien. Là, il est petit le groupe, mais des fois on en a 2 ou 3 d'affilée. C'est-à-dire en une demi-heure, ils viennent à... L'autre fois on en a eu 20, une demi-heure après on en a eu encore 20, et une demi-heure après on en a fait encore 20. Donc ça nous fait une 60aine de couverts le matin, déjà c'est bien pour partir. Hein. Cette dégustation de produits locaux est une occasion de ramener quelques victuailles. Nous allons sûrement acheter des souvenirs, peut-être du vin, de l'huile d'olive. Quelque chose pour nous rappeler ce voyage. Ces touristes fortunés sont une aubaine pour la ville de Bastia. 11 000 croisiéristes sont attendus cet été. De par les infrastructures portuaires qu'on a à Bastia, on ne peut pas recevoir des méga-ships, c'est-à-dire ces paquebots de plusieurs milliers de personnes. Donc c'est cette activité-là qu'on développe principalement et c'est le réseau qu'on s'est créé depuis déjà plusieurs années. Pour séduire cette clientèle, de nouvelles visites seront proposées, notamment des rencontres avec les artisans. Des nouvelles du mondial de football en attendant le prochain match des Bleus mardi à Moscou contre le Danemark. L'équipe d'Allemagne s'est fait peur hier soir à Sochi. Opposée à la Suède, elle a eu très chaud, mais seule la victoire compte. Mathieu Méranville. Un match crispant pour les Allemands jusqu'à la dernière seconde et ce superbe coup franc de Toni Kroos qui offre presque la qualification à l'Allemagne et délivre tout le pays. À Berlin, les supporters exultent. C'était vraiment stressant. Nous sommes heureuses. On n'y croyait plus, mais on l'a fait. Allez l'Allemagne! Allez l'Allemagne! C'était super. On y est arrivé à la dernière minute. Juste super. C'est incroyable. Mais ça a marché. Et pourtant, tout avait mal débuté pour la Nationalmannschaft face aux Suédois qui ouvrent le score en première période. Les Allemands sont presque éliminés, mais c'est bien mal les connaître. Juste après la pause, Reus égalise. Mais le scénario catastrophe continue avec l'expulsion de Boateng. Réduit à 10, les Allemands poussent, mais n'y arrivent pas. Jusqu'à cette action d'éclat à 15 secondes de la fin qui offre la victoire aux champions du monde en titre et redonne le sourire aux supporters. Mon Dieu, ils ont failli me tuer. En plus, il y a eu l'expulsion de Boateng. Je suis si heureux de cette première victoire. Reste le dernier match mercredi pour s'assurer la qualification. Les Coréens peuvent déjà trembler face à ces diables d'Allemands.
il fait beau et de plus en plus chaud, Virginie. Exactement, les conditions restent anticycloniques pour ce dimanche, avec un ciel tout de même voilé, plus voilé qu'hier. On a quelques passages nuageux dans le Grand Est et toujours ce risque orageux entre le Var et la Corse. Ce sont des orages extrêmement localisés, plutôt prévus en fin d'après-midi. Du côté des températures, elles sont de saison. Cet après-midi dans le nord, 24 degrés à Paris et de la chaleur dans le sud-ouest, 29 degrés à Bordeaux et on attend jusqu'à 30 degrés du côté de Toulouse. La journée de lundi, début de semaine estivale également, du soleil, un temps nettement plus lumineux. D'ailleurs, ce lundi, on aura toujours des orages, mais cette fois-ci exclusivement pour les reliefs des Alpes ou encore de la Corse et les températures seront aussi en hausse. Et ça va durer, on vous le disiez dès hier. Exactement, tout au long de la semaine prochaine, avec donc des températures qui vont augmenter. Elles seront finalement un petit peu moins chaudes que ce qu'on avait prévu sur la moitié nord. On aura tout de même entre 30 à 35 degrés sur la moitié sud, avec le soleil qui va vous accompagner quasiment partout tout au long de la semaine. Merci beaucoup. Avant des orages, vous me l'avez soufflé aussi. Le week-end prochain. Profitez-en. On se retrouve ce soir pour le 19-20. Passez un très beau dimanche après-midi. Retrouvez l'info minute par minute sur l'application et le site France Info.